gars, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric. Bonjour Tanguy. Franck, bonjour. Nous avons deux sujets qu'on va explorer ensemble. D'abord, un tout premier, la lutte contre la cybercriminalité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, malgré les ramassages par pelleté des jeunes depuis quelques temps maintenant par la police républicaine, on n'a pas l'impression que le phénomène veut s'arrêter. Hein. Eric, ça continue toujours. Oui, ça reste un phénomène dans notre société. Et je pense que autant que cela continue à être développé, autant le gouvernement reste droit dans ses bottes à véritablement lutter contre ce fléau. Et je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on peut déjà constater que la lutte continue, la répression continue. Et c'est ce qu'il faut davantage encourager, dans la mesure où nous savons que on est resté tellement silencieux, on est resté tellement observateur de ce phénomène que cela a gangréné carrément notre on se réveille un peu tard, donc non. Oui, absolument. C'est un retard que nous sommes en train de rattraper. Oui. Dire qu'on se réveille un peu tard, c'est vrai, mais c'est aussi pas trop juste parce que il est toujours temps de se réveiller à un moment donné parce que le mal c'est tellement ancré dans la société qu'aujourd'hui on se demande qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'au regard de tout ce que nous avons vu, nous avons constaté déjà qu'il y a une sorte de complicité collective. Et cette complicité collective commence par le amour familial. Les parents savent que leurs enfants sont des cybercriminels, ils les protègent parce qu'ils estiment qu'ils sont devenus les pourvoyeurs de la famille. Les oncles, les amis le savent, ils protègent. Dans le quartier, il y a des gens qui s'indexent et ils disent, bon, lui, c'est un cybercriminel, lui, c'est un cybercriminel, mais personne n'appelle la police pour donner des informations, alors qu'aujourd'hui, c'est la sécurité de tous qui est concernée. Aujourd'hui, c'est déjà bien que le gouvernement ait pris la situation à bras le corps. Mais on a l'impression que ça nous donne aucun résultat. Nous sommes plutôt en train de constater l'ampleur de ce que nous avons toujours couvé. Parce que c'était toujours là. Mais on ne voyait pas cet ampleur, on ne voyait pas l'ampleur, on ne voyait pas la profondeur du mal. Est-ce que véritablement l'action de la police a vraiment un effet, à votre avis? Quand on voit un peu l'audace même que ces gens-là peuvent avoir, de payer même depuis la prison, s'il vous plaît, d'atteindre des cibles. Non, je pense qu'il y a un début de résultat, un début de satisfaction par rapport à cette lutte. Mais comme l'a dit Ulrich, le mal gangrénait la société il y a bien longtemps. Nous avons laissé le mal perdurer pendant plusieurs années. Et le fait aujourd'hui qu'on décide de lutter contre ce mal, on est venu à un moment où c'était vraiment un problème, c'était devenu un véritable problème de société, ce qui fait que obtenir des résultats probants tout de suite, ça ne sera pas possible. Et vous voyez un enfant que vous avez laissé adopter une habitude pendant des années pour lui prendre ce comportement, pour lui interdire ce qu'il a l'habitude de faire, c'est compliqué. Encore qu'aujourd'hui, Ulrich l'a si bien caricaturé, nous sommes dans une hypocrisie collective où on dit il faut lutter publiquement contre le mal, mais lorsque nous rentrons dans nos cercles familiaux, chacun se dit attention, il faut protéger le petit gars qui avec son portable ou avec son ordinateur arrive à quand même donner de quoi nourrir la famille. Donc il faut le protéger. J'aime même écouter des parents qui disent « Ah, mon enfant aujourd'hui, il est gaiman et c'est lui qui a acheté telle voiture, il a acheté telle, c'est l'argent des blancs, non ?» Alors qu'à l'interne, on continue de... Ce n'est plus seulement l'argent des blancs. On continue de... C'est l'argent des frères, c'est l'argent de la famille parfois. C'est l'argent des frères, c'est l'argent de la famille. Et le plus grave, c'est aussi des crimes sacrificiels. Et nous avons constaté qu'à un moment donné, toute la population commençait par avoir sérieusement peur. Parce qu'on se dit, les crimes qui se commettaient de gauche à droite, est-ce que c'est juste pour avoir de l'argent facile, un gain assez facile? Mais ceux-là que vous tuez, eux aussi, ils ont droit à la vie. Donc, nous étions venus à une étape où le gouvernement devait prendre les taureaux par les cornes. Mais le plus important aussi, c'est que c'est cette complicité, que ce soit seulement au niveau de la famille, mais aussi au niveau des hommes
des hommes en uniforme, ceux-là qui devraient assurer Oui, la sécurité. c'est là le plus grave, surtout avec ce cas que je citais récemment, tout à l'heure, pardon, Eric, où, ma foi, le monsieur bien arrêté en prison, il a quand même fait tourner son réseau et a fait des chiffres et a fait des entrées colossales. On s'inquiète et du coup on découvre qu'il y a même des flics qui sont impliqués dans le réseau. Oui, parce que c'est juteux. C'est tellement juteux que quand bien même vous avez des personnes qui, de par leur fonction, devraient être des acteurs qui devraient décourager le phénomène, se retrouvent à être aussi acteurs. Parce que quand on vous miroite des millions qui ressortent de cette activité, vous-même vous comprenez que finalement votre métier n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, des bénéfices de cette activité. Et là, très vite, on se retrouve emballé dedans. Et donc je pense que quand cela se passe, c'est regrettable. Mais en même temps, quand on arrive à identifier ces gens de personnes et puis on arrive à les sanctionner, c'est ce qu'il faut encourager. Vous savez, pour les hors-la-loi, la prison n'est pas toujours un endroit où ils n'ont plus la possibilité de continuer certaines activités. Il n'y a pas que seulement que les cybercriminels. Vous allez encore dans d'autres milieux, quand ils se retrouvent en prison, ils ont la possibilité encore de recréer le même réseau et de continuer véritablement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer... Avec la complicité, justement, des acteurs que nous voyons, que nous jugeons comme étant les garants même de notre sécurité, mais qui se retrouvent être des complices de cette activité. Qu'est-ce qui peut expliquer ce niveau de pourriture morale, Franck? Non, c'est le fait que d'abord, il y a la pauvreté. Hein, il y a la pauvreté. C'est vrai que ça ne devrait pas... Quand on est pauvre, non, c'est vrai que ça... Je vais y arriver. Lorsque vous avez atteint un certain niveau de faim, où vous ne trouvez plus les conditions pour mieux vivre, on est tenté de toucher à tout. Et lorsque dans cette quête-là, vous pouvez tomber sur des gens qui vous proposent des activités peu orthodoxes, des activités qui ne sont pas recommandées, mais qui vous procurent quand même de l'argent. Oui, mais les messieurs, ils font pas ça pour s'acheter un sac de maïs. Ils font ça pour s'acheter de belles voitures. Non, ils font ça pour se construire de belles motos. C'est d'abord pour la subsistance. De belles maisons, c'est d'abord pour la subsistance. C'est pour manger à leur faim, nourrir leurs copines, nourrir les parents, ainsi de suite. Mais au-delà, au-delà de cela, c'est aussi que nous sommes des vicieux. Nous sommes nés naturellement vicieux et nous voulons étaler ça au regard de la société. Quand on a quelque chose, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'un jeune de 18 ans, un jeune de 23 ans qui n'a rien fait dans sa vie veut faire avec une voiture de 10 millions? Ça ne lui servira à rien du tout. Parce que l'entretien même de la voiture, lorsque vous sortez cette voiture-là, personne ne vous voit aller au boulot le matin, vous dormez tout le temps à la maison, mais c'est vous qui garez les belles voitures, qui sortez avec les belles filles, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela peut vous apporter? Donc, les gens ont eu le temps de développer le côté pervers de l'être humain et l'ont répandu dans la société. Et le mal est que c'est un mal qui, enfin, c'est une situation qui prend vite dans l'entourage. Tout de suite, vous avez un gamin qui est là, qui voit ce que le grand frère fait. Il a envie de le faire de lui ressembler. Vous savez, je voudrais ajouter à la liste de Franck que nous sommes dans un monde de plus en plus numérique, où on déverse pas mal d'informations qui influencent aussi notre jeunesse. On veut briller tout de suite et maintenant, n'est-ce pas? On ne veut pas se convaincre de ce qu'à partir d'un travail, on peut construire sa vie petitement au fil des années. On veut être celui qui est au top des tops dans pratiquement tous les domaines. Et on veut être dans de belles carrosses, on veut tellement de choses. Et il faut des moyens, justement. Donc ce n'est pas la fin, en fait. C'est plutôt de l'ambition. Non. Démesurer. Un enfant qui roule le carrosse à 18 ans, et qui est élève, qui n'a même pas encore fini sa classe de 4e ou de 5e, alors qu'il a pratiquement 18 ans ou 20 ans. Parce qu'il a vu des modèles, il a vu des photos, il a vu des vidéos, des gens à Dubaï, des gens par ici et par là, et puis il a envie véritablement de les ressembler. Et je pense aussi que à l'interne, dans notre cercle de famille,
on n'a pas, on a laissé aussi, comme on dit, échapper cette ambition qu'en famille, on n'a pas véritablement réussi à contrôler. Et à un moment donné, rapidement, on s'est vu en même temps jouer le jeu des jeunes parce qu'ils ramènent de l'argent à la maison. Et les parents ne s'interrogent plus non plus sur comment l'argent est venu, comment tu as trouvé l'argent. Et quand bien même les parents arrivaient à avoir l'information, à partir du moment où l'argent qui circule permet à papa et à maman de s'offrir également une vie, ça y est, on reste silencieux. Loïc? Oui, moi tout de suite, j'aimerais d'abord dire que le premier problème, c'est la part du gain facile. L'amour du gain facile. L'amour du gain facile calqué sur l'exhibitionnisme. Et c'est la mégalomanie, la folie des grandeurs. On veut avoir tout en même temps et montrer que l'on est capable de faire quelque chose. Et c'est aussi la démission de la famille, la démission des parents, parce que les parents ont laissé faire. C'est aussi l'échec de la société. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Non, les parents peuvent faire quelque chose parce que tout commence par l'éducation. Quand vous recevez une certaine éducation, à partir de cet instant, dès que vous rentrez à la maison avec certains objets, votre père, votre mère doit s'interroger de la provenance de cet objet-là. Mais si l'enfant cache, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants... Est-ce que vous connaissez bien les civils dont nous parlons? C'est des enfants qui ne cachent souvent pas. Loïc, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui vivent chez leurs parents, qui ont des téléphones portables, qui ont une moto ou une voiture, qui ont loué au dehors sans que les parents sachent? C'est ça la question. Le gendarme 24 heures sur 24 derrière votre enfant. Non, c'est là justement le problème. Vous êtes parent, vous devez apprendre à connaître votre enfant. Parce que c'est une éducation. Vous lui donnez une éducation. Et quand l'enfant sort, vous avez le devoir, je dis bien le devoir, parce que c'est ça la responsabilité, de savoir à peu près ce que fait cet enfant dehors. Si l'enfant sort et que vous imaginez, vous vous dites, bon ok, mon enfant est sorti, il n'y a pas de souci, il n'y a rien d'autre, mais il y a un problème, ça vous retomber sur la tête. C'est comme une boule de pierre. Donc il faut nécessairement que les parents comprennent que leur responsabilité est entièrement engagée. Le second aspect, la société aussi a démissionné. C'est de parler des politiques pour encadrer les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites attention, quel centre de loisirs réellement il y a dans Cotonou? Il y a les championnats qui Non, tout le monde n'est pas friand du cuir rond. Il faut qu'on le dise. Et on devrait faire quoi? On devrait inviter Dadju chaque fin de semaine pour quand on parle de loisirs, quand on parle de loisirs, ce n'est pas que football, ce n'est pas que concert. Il y a beaucoup d'autres aspects qui entrent en ligne de compte de loisirs. Vous savez, le didactique doit suivre le ludique. Et quand il y a seulement le ludique, ça passe à côté. Quand il y a le didactique seul, à un moment donné, l'enfant commence par être ennuyé. Donc, il faut que le didactique suive le ludique. Ici, nous parlons d'une manière de garder les enfants. Garder les enfants, c'est quoi? Les suivre, les conseiller, les orienter. Ce qui manque de plus en plus. Vous avez un enfant, à partir d'un certain temps, il voit son aîné. Eric l'a dit tout à l'heure, il voit son aîné qui fait de la cybercriminalité et il est aisé. Il s'est acheté une moto, il s'est acheté une voiture, c'est le grand frère du quartier. Le petit va se dire, ah ben oui, là, c'est un chemin facile. Il le prend. Et il faut aussi tenir compte de notre aspect. C'est un vaste réseau. Nous avons parlé tout à l'heure des policiers, mais n'oublions pas qu'il y a d'autres personnes qui sont également, impliquées. De prendre pour l'instant, moi je pense que c'est les menus fréquents. Il faut que les enquêtes aillent plus haut parce que c'est un réseau et il faut savoir qui sont ces autorités-là qui encouragent le mal. Parce qu'il y a des autorités dedans là. C'est bien possible, j'ai dit qui sont. Il faut que l'enquête se poursuive parce que là c'est trop... Que des policiers soient impliqués, ça veut dire qu'il n'y a pas que des policiers. Il faut que l'enquête se poursuive. Pourquoi là, il fut un moment où nous avons même entendu sur les réseaux sociaux, il y a le numéro de député qui serait impliqué dans ce truc. Je pense que les enquêtes doivent aller plus loin. Un collègue de Canal m'a vu, je crois, le vendredi ou le jeudi, je ne me rappelle plus trop précisément. À quel jour il était tout courroucé. Il venait de chez lui, il était tout courroucé. Il disait, ben, je viens de recevoir 2 cousins et qui s'étonnaient, enfin les 2 ont abandonné l'école, qui s'étonnaient que je permette encore à mes enfants de continuer à aller à l'école. Parce que justement, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on peut continuer à aller à l'école alors qu'il y a quand même cette activité qui peut se mener. Eric, c'est montrer combien, au-delà peut-être de l'éducation dont parle Ulrich, je dois dire les possibilités, les opportunités qu'on offre aux jeunes à la fin de ses études. Si le monsieur il est docteur, il a une maîtrise à tout ce que vous voulez, qu'il doit finir en ZEM, il vaut mieux que l'enfant très tôt en classe de CM2 commence pas à faire de la CPR pour s'en sortir.
C'est tentant, vous voyez, quand on finit ses études et qu'on se retrouve dans le système que nous connaissons, à chercher de l'emploi, même de stage payant, c'est hyper compliqué, voyez-vous, c'est tentant. Et c'est dans cela que quand on finit de relever la responsabilité des parents, des voisins, du cercle d'amis, il faut voir l'État central. Nous avons un sérieux problème dans ce système éducatif où l'enfant va à l'école. Voyez-vous, nous ne pouvons pas citer tellement de modèles de réussite juste parce qu'on est resté dans le cycle académique. On a plutôt matière à être déçu de ce que vous voyez à l'université. Nous avons nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui sont là, qui sont en train de finir, et on s'interroge, mais comment il faut les employer? Voyez-vous. Alors, aujourd'hui, on peut être déçu, mais le changement viendra parce qu'aujourd'hui, on est convaincu déjà que l'État a compris qu'il faut aller vers des formations plus techniques, où on n'a plus forcément besoin de faire de longues études, on apprend un corps de métier et puis Mais quoi qu'il en soit, on aura toujours des soucis de boulot. Et donc, oui, parce qu'entre-temps, avec ce phénomène, quand bien même on a le boulot, est-ce que cela vous permet de vivre moyennement même d'abord? Ah oui, c'est ce qui est curieux. Hein? Et puis, c'est le raisonnement, quand vous écoutez ces jeunes, c'est le raisonnement. Et ça devient même un affront à quelqu'un qui se retrouve dans une administration publique et qui a son salaire. Écoute, c'est même un affront pour ceux qui ont des relations de proximité avec ces jeunes. Ben, écoute, mais ce que tu gagnes à la fin du mois, moi je me tape ça en une fraction de minute. Et puis, quand vous voyez ce raisonnement qui devient de plus en plus fort dans l'esprit et dans la psychologie des jeunes, c'est-à-dire que c'est un choix assumé, véritablement. Et je dis, ce n'est pas la pauvreté, hein, Franck, je continue de l'insister. Oui, parce que vous avez des gens qui ne sont pas à l'abri du besoin, parmi justement qui ont du travail. Vous avez même des enseignants. Pris la main dans le salaire, qui est le salaire, hein? Vous avez pas mal de personnes déjà disposant d'un métier, mais qui s'adonnent à cela. C'est la recherche de luxe. Oui, c'est le grand paradoxe. Et je pense que toute la société est coupable de ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on évoque la question de la cybercriminalité, hein, que ce soit nos journalistes, que ce soit les autorités, que ce soit la famille, toute la société entière est coupable de ce qui se passe parce que nous avons, vous allez dans certains milieux, l'on vous développe des théories qui vous dépassent. On vous dit par exemple, il faut travailler dur, il faut chercher l'argent, et on ne fait que développer cette théorie-là. Personne ne vous dira, il faut travailler, il faut souffrir, et il faut avoir des ambitions à mesure de ce que vous gagnez. On ne fait plus on ne développe cette théorie aujourd'hui, mais on vous demande, il y a des parents même qui disent à leurs enfants, attention, il faut chercher l'argent, tout le monde cherche l'argent, vous voyez à côté l'enfant du voisin qui offre tout ce que son père lui veut, qui lui offre tout, ainsi de suite. Donc, c'est un problème, c'est vraiment profond. Comment est-ce qu'on s'en sort là? Parce que j'ai l'impression qu'on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Alors, si la lutte consiste à aller les ramasser et aller les mettre en prison, et que depuis la prison, ils peuvent encore faire des victimes, on n'est pas sorti de l'auberge. On peut renverser la tendance. Non, en fait, on peut avoir tendance de penser qu'on ne s'en sortira pas, mais c'est déjà bien que le poteau rose soit découvert. Et le fait de découvrir le poteau rose, ça n'empêche pas d'autres de continuer à opérer depuis la prison. Ça n'empêche pas, mais ça permet à l'administration pénitentiaire d'être beaucoup plus vigilante actuellement. Donc je pense que c'est déjà un atout, c'est déjà un pas en avant. Est-ce que vous savez que pour la même raison, on a déjà muté beaucoup de personnes au niveau des régies? On a muté beaucoup de personnes, mais la sanction n'avait pas suivi et ça n'avait pas pris une allure aussi publique. On a voulu régler à l'interne. Et c'est ce qui a créé encore la récidive. Aujourd'hui, c'est passé à une autre étape et maintenant on sent qu'il y a la sanction qui suit. L'essentiel maintenant, c'est de poursuivre d'abord la lutte. Et l'autre aspect, c'est de conscientiser encore plus les parents qui doivent beaucoup plus prendre leurs responsabilités parce qu'il y a eu des missions. Les parents le troisième aspect, c'est que le gouvernement, effectivement, comme l'a dit Eric, doit revoir la politique de l'emploi au Bénin. C'est ça qui pose le véritable problème parce que quand quelqu'un qui a son emploi se retrouve défié et il subit l'affront dans un bar ou bien quelque part et on dit ben écoute ce que tu gagnes je vais dépenser de suite et autre ça. Qu'il est moralement et psychologiquement là-dessus. Non, il sera abattu, qu'il soit fort moralement ou pas, il sera abattu. Ça fait mal. Il rentre chez lui à la maison, il s'interroge. Mais c'est clair, il se demande mais est-ce que j'ai pris le bon chemin? Mais oui, c'est la question qui va se poser. Eric, on a célébré aussi les contre-valeurs. Regardez un peu l'actualité
été marquée continuellement par les cas de détournement, de vol, en tout cas de prévarication, etc. On a souvent célébré ceux qui nous volent au sommet de l'État. On les a même décorés, voyez-vous. Et ça, c'est un... Pourquoi on veut s'en prendre aux petits cyberarnaqueurs? Non, je pense que l'État doit continuer la répression. Vous savez, ce que vous avez évoqué, que ces acteurs continuent par mener cette opération même une fois en prison, n'est pas seulement l'apanage des cybercriminels. On a arrêté des gens pour la drogue, mais ils sont en prison. Ce n'est pas pour autant que le marché a cessé d'être animé. Je pense que l'État doit continuer la répression, peut-être de plus en plus forte. Après, il faut souhaiter que les réformes engagées au niveau de l'enseignement soient plus techniques. Et puis après, célébrer les valeurs, vous l'avez évoqué. Dans notre société, on a cette, je n'ai pas envie de dire cette mauvaise habitude, mais quand on voit déjà quelqu'un qui commence par prier, et on estime que voilà, c'est un modèle de réussite, sans voir vraiment derrière ce que cela cache véritablement. Et puis après, on s'étonne que cette personne soit dans des... Il paraît que l'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, et sert à une seule chose, être dépensé, Franck. Donc... on ne doit pas trop s'interroger. Non, quand on dit ça, personne n'a demandé de ne pas travailler pour avoir de l'argent. Les gens ne travaillent pas, mais ils ont de l'argent, ça devrait inquiéter. Et nous devons tous ensemble marquer un arrêt pour nous demander mais où est-ce que nous allons dans une société aujourd'hui qui est dominée par le pouvoir de l'argent, où tout le monde veut avoir l'argent, quel que soit le prix à payer. Je crois qu'on a... À un moment donné, on a raté le tournant, on a mal fait notre virage. On doit revenir un peu à la case départ, nous rééduquer autrement. Sinon, la génération à venir, ça serait pire que ce que nous vivons actuellement. Parce que ce sont des enfants 4G, comme le disent certains. Ils réfléchissent à 1000 à l'heure. Bientôt 5G. Oui, 5G. Donc, il faut que nous actualisions parce que... Voilà, il faut que le parent s'actualise pour contrôler. Je ne sais pas à quel jour on est. On est encore à 1G ou à demi-G, on ne sait pas. Justement, il y a une autre lutte que le gouvernement a engagée depuis 2016. Je ne sais pas si vous aviez un avis là-dessus. La lutte contre la corruption. J'ai l'impression que c'est aussi un serpent de mer dont la tête ne sera jamais atteinte. En tout cas, ce n'est pas la criette qui va réussir visiblement avec ses 20 ans et ses 10 ans en série, Ulrich. Ben écoutez, quand vous me parlez des 20 ans et 10 ans en série, on sait que effectivement, dès que le nouveau départ s'est installé, il y a un fort engagement qui a été lancé contre la corruption. Et très vite, on a eu comme l'impression que les choses ont commencé par se mettre sur les rails, comme on le dit. Mais très rapidement aussi, on a encore constaté que la déchéance était encore en Je vous dis rapidement. Oui. Je suis allé voir une autorité qui dit, bon pas une autorité en tant que tel, mais un responsable quelque part dans l'administration, qui disait, mais écoutez, aujourd'hui, on ne peut plus faire n'importe quoi dans l'administration, on ne peut pas gérer n'importe comment, moi j'ai trop peur. Puis bon, 3 mois après, il est pris. Et il est envoyé en prison. C'est quand même curieux cette hypocrisie. On montre partout que bon, il y a la criette. Ça ne devrait pas vous étonner. On montre partout qu'il y a la criette et c'est 20 ans. Et puis, quand même, ça donne à l'activité. Ça ne devrait pas vous étonner. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un système aujourd'hui où, pour empêcher la corruption, il faut permettre aux gens d'être à l'aise là où ils sont. Je n'encourage nullement la corruption. Il ne faut pas qu'on travestisse mes propos. Oui, mais il faut encourager, il faut faire en sorte... Les salaires... Vous savez, le gouvernement, à un moment donné, a réduit tout ce qui est prime, tout ce qui est allocation. Vous savez, nous connaissons les salaires de ces employés, de ces travailleurs-là. Et ces allocations, ces primes permettaient quand même d'arrondir tant soit peu le salaire et d'arrondir le train de vie. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Et de plus en plus, on constate que la corruption ne se fait même plus au bas de l'échelle parmi les travailleurs. La corruption aujourd'hui, ça se fait au sommet. Donc le problème se pose réellement. C'est pas la première fois qu'ils nous volent au sommet de l'État. Pour moi, il y a d'abord un principe qui est que c'est un mal qui existe, mais en même temps, nous savons qu'il y a des mesures de répression. On vous prend, on vous sanctionne. Dans un passé récent, ce n'était pas totalement le cas. On pouvait voir ces personnes siphonner les fonds publics et être à l'aise et puis tout ça. Donc, il y a une sanction qui est là et qui est en même temps immédiate. Ce qu'il faut saluer dans la lutte, dans la poursuite de la lutte. Après, dans un élément que nous avons réalisé, il y a
M. Martin Assoba qui disait que le loup est revenu dans la bergerie. Moi, je pense que le loup n'était jamais parti. Bon, d'abord, qui a ouvert la porte, la porte au loup? Le loup est resté un peu silencieux. La porte de la bergerie a été ouverte à observer les mécanismes mis en place pour lutter contre ce phénomène et puis à trouver des voies et moyens pour faut-il y croire aujourd'hui? Alors, si, moi j'y crois. Déjà, quand ça on fait entend... longtemps qu'on y croit. Quelqu'un venait déjà, dire, depuis 30 ans, quelqu'un venait dire, il faut faire rendre gauche. Oui, moi, je ne sais pas si les gens, ils ont rendu gauche. En tout cas, on a remarqué que plus on avance vers, on dégraine les années, plus l'autre l'a reconnu aussi, plus si hier on mangeait avec la cuillère, les gens, ils ont choisi la louche. Moi, je crois parce que... Oui, on va laisser Franck se prononcer rapidement, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas d'accord avec Ulrich lorsqu'il parle des primes qui ont été supprimées par-ci, par-là. Lorsque vous prenez un PRMP de la SB2E ou le directeur technique, mais c'est des gens qui sont très bien payés. Vous n'allez pas me dire que les salaires qu'ils perçoivent ne leur permettent pas... Pourquoi la SB2E? Ne leur permettent... Non, j'ai juste pris cette exemple parce que c'est ça qui est d'actualité. Okay. Lorsque vous prenez des gens à divers postes, lorsqu'ils ont des avantages, ils n'iront pas vous dresser la liste de leurs avantages. Vous voyez? La deuxième chose... c'est que j'ai l'impression que chaque chef d'État, on a vu, il y a eu marché dans ce pays, il a sué dans les rues pour montrer qu'il veut lutter contre la corruption, mais ils ne sont que les seuls à nourrir l'ambition de voir la corruption partir, de voir la corruption s'éteindre. Mais tous les autres qui sont au bas de l'échelle, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là-bas? C'est l'impression que moi j'ai finalement. Parce que lorsqu'il vient regarder tout le dispositif que le président Talon a mis en place, et malgré ça, il y a des gens, on est allé jusqu'à découvrir, si je m'en tiens aux informations, 300 millions dans la maison de quelqu'un. Quand même. Oui, ça quand même. Enfin, je ne sais pas si les fonds de l'État, on peut... Ne défendez pas les défendants. Comment on peut confondre autant les fonds de l'État à ces Il y a un aspect qui m'intéresse le plus par rapport à ce sujet. Oui, très rapidement. Vous savez, quand on a commencé par parler de cette lutte contre la corruption et qu'on a parlé de bonne gouvernance, à un moment donné, on s'est dit il faut confier la gouvernance de certaines sociétés d'État à des expatriés. Des gens qui ont une certaine probité dans leur pays, a priori, parce que dans leur pays, on a développé ce système-là. Mais on constate aujourd'hui que dans ces sociétés dirigées par ces expatriés, qui sont censés nous apporter les notions de bonne gouvernance, c'est dans ces sociétés-là qu'on va retrouver les 300 millions dont vous parlez là quelque part. Donc, il faut réellement qu'on revoie. Il a là, c'est à Cotonou. Les gars, je dois mettre un terme à ces échanges-là. Une petite nuance. L'administration, elle reste béninoise. Il n'y a pas que des blancs partout. Mais c'est peut-être au niveau de la gestion, n'est-ce pas, que nous avons cédé en termes dans une forme de coopération avec des expatriés. Donc, l'administration reste béninoise. Voilà. Moi, je pense elle est animée par des Béninois. Il faut espérer que les mécanismes et les avantages... Merci beaucoup. Rattraper ces personnes. J'espère que chacun a déjà acheté son mouton. Tout parler de quoi, Tanguy? J'ai des amis musulmans et je veux les accompagner dans cette célébration. En tout cas, moi, j'attends toujours mon invitation. Ouais, voilà. Moi, j'ai acheté mon kilo de poisson. Je crois que moi, j'ai pris le soin d'appeler régulièrement ces derniers temps les amis musulmans. On leur dit bonjour. Oui, c'est important. On profite pour souhaiter une bonne fête d'Aïd el-Kébir à tous les musulmans, toute la communauté musulmane du Bénin d'ailleurs. Voilà. Mais surtout de Canal 3 aussi. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a une triste nouvelle à Canal qu'on a appris ce matin. Un collègue qui est passé de vie à trépas, Modeste d'Oliveira. On va avoir une pensée pour l'homme. On en parlera certainement le jeudi quand on se retrouvera par ici. Bonne journée les gars. Merci. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de suivre Immersion de Ouliat Sanoussi. Elle nous propose d'aller découvrir une dame qui manie le cuir pour vous faire votre chaussure. Et oui, c'est vrai, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont cordonniers, une femme aussi peut l'être. Elle s'appelle Brunelle Sessou. C'est elle donc l'objet, le sujet de En Immersion de ce mardi matin.